Je suis Jérémy Mancé, président de l'association Aucun Redeem et créateur d'un concept qui s'appelle Caraïbes Tap, mélangeant le tap dance avec les rythmiques afro-caribéennes. On va parler de la Nouvelle-Orléans aujourd'hui avec une intervenante que je vais laisser se présenter. Eh ben, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci Jérémy. C'est un plaisir, un honneur. Je suis aussi intimidée d'être là et ravie. Je m'appelle Marie, Marie Houdin, et qui est Marie Funkibou ou Mabou. Et je suis chorégraphe, danseuse, passeuse de danse, clubbeuse, amoureuse du funk, possédée par le funk même. Et je suis basée à Rennes au sein d'une compagnie qui s'appelle Engrenage, qui existe depuis 2003. Donc moi je crée des spectacles au sein de cette compagnie depuis 2004 et depuis 2010 je développe ma démarche, je la dédie en tout cas à l'espace public, la danse dans l'espace public, sa dimension sociale, et du coup je développe un projet de recherche chorégraphique, de collectage vidéo et sonore à travers les continents. Et notamment le Sénégal, Cuba et la Nouvelle-Orléans. Voilà, la Nouvelle-Orléans qu'on appelle aussi NOLA, New Orleans, Louisiana, qu'on appelle aussi la Big Easy et qu'on appelle aussi Crescent City. Et elle a plein de noms et c'est pas pour rien à chaque fois. D'accord, ok. Alors, juste pour info, pour ceux qui ont écouté, je vous rappelle qu'il y a 1 minute, elle a dit qu'elle était intimidée d'être là. Vous venez d'entendre le CV de la dame. Ah, voilà, il n'y a aucune raison d'être intimidée. Bien, alors moi, je suis très content de t'avoir dans cette émission. Et puis surtout, on va pouvoir compléter, pour être très sincère, une conversation qu'on a commencée il y a 3 ans et qu'on n'a pas eu l'occasion de finir parce qu'il fallait s'en aller. Du coup, voilà, on va parler de la Nouvelle-Orléans, que tu déjà nous situes la Nouvelle-Orléans. Tu nous situes géographiquement où c'est. Que tu nous expliques qui est le peuple qui est dans cet endroit. Je vais te laisser te décrire. Le peuple, les ethnies éventuellement qui y sont. Est-ce que tu peux même nous expliquer une chose toute simple, c'est pourquoi Nouvelle-Orléans, puisque nous en tant que Français on se dit Nouvelle-Orléans mais il y a déjà Orléans, du coup pourquoi Nouvelle-Orléans en Louisiane? Alors la Nouvelle-Orléans, New Orleans, c'est donc une ville aux États-Unis qui est au sud-est des États-Unis, qui est située en Louisiane, entre le Texas et le Mississippi. Et la Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui est entourée d'eau et qui est sur l'eau. Elle a été bâtie par les Français, mais sur une ville qui existait déjà avant, bien sûr, parce qu'ils n'ont rien créé, n'est-ce pas? Ils ont envahi une ville qui s'appelait Bulbancha. Et Bulbancha, ça voulait dire l'endroit où on parle plusieurs langues et plusieurs langages en Choctaw, qui est une des nations de natifs américains qui vivaient là. Et du coup, en fait, ce nom-là, alors moi, déjà, tout ce que je raconte, vraiment, c'est des choses soit qu'on m'a transmises là-bas, soit que j'ai lues, etc. Et donc là, en l'occurrence, c'est des gens issus de la nation Houma qui m'ont appris ça. Et en fait, quand on dit Bulbancha, donc l'endroit où on parle plusieurs langues, c'était pour valoriser que, en fait, avant d'être la Nouvelle-Orléans, Bulbancha, c'était déjà une ville où il y avait des gens d'origine très diverses chez les natifs et qui arrivaient à vivre en harmonie et à commercer et à vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, la Nouvelle-Orléans, c'est toujours une ville où il y a énormément de gens de plein d'endroits différents. On dit même que c'est un gombo, en référence à un des plats qu'on mange là-bas, qui est vraiment emblématique de la Nouvelle-Orléans. Si vous allez là-bas, il faut goûter un gombo. Un jambalaya avec du gombo dedans aussi. Et en fait, un gombo, c'est un mélange. La Nouvelle-Orléans, c'est vraiment un bouillon de culture. Et c'est un bouillon de culture de par son histoire, qui est à la fois tragique et qui est aussi rempli de la résilience de peuple. De la création de cultures inédites qu'on ne trouve que là-bas et il y a beaucoup de musicologues qui s'accordent à dire qu'en fait, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui quand même de reconnaître que les musiques qui sont nées à la Nouvelle-Orléans ont largement influencé les musiques les plus populaires qu'on trouve dans le monde aujourd'hui. Puisque la Nouvelle-Orléans, elle est connue pour être le berceau du jazz
mais on va en parler ce soir. Elle est aussi le berceau du funk et pas le funk que comme musique. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a amené là-bas. Et voilà. Donc, pour revenir vraiment sur la géographie et l'histoire, c'est une ville aujourd'hui qui est à 400 000 habitants. Qui, si on compte la banlieue, est à 1 300 000 habitants. Donc, ce n'est pas une énorme ville, mais c'est la plus grande ville de Louisiane quand même. 48% de son sol, c'est de l'eau. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, donc la Nouvelle-Orléans, elle a été construite le long du Mississippi, sur les bords du Mississippi. Du coup, elle est en forme de croissant de lune, c'est pour ça qu'on dit Crescent City. Et d'un autre côté, en fait, de la Nouvelle-Orléans, elle est bordée aussi par le lac Pontchartrain et qui déborde très régulièrement parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'ouragans, comme dans toute la Caraïbe. Alors là, j'ai sorti un autre mot. On est aux États-Unis, mais on est aussi dans la Caraïbe. Et les habitants de la Nouvelle-Orléans le disent très bien. Ils se sentent plus caribéens qu'états-uniens. Et donc la mer Caraïbe borde aussi, on va dire, le bout quoi, de la Nouvelle-Orléans, au bout des bayous. Les bayous, ça a encore un autre mot, c'est l'environnement dans lequel les natifs vivaient avant que les Français envahissent la zone. Et c'est tous les marécages, en fait, du coup, qui font la Louisiane. Et vraiment, la Louisiane est sur de l'eau. On m'a dit là-bas que normalement, en fait, les hommes auraient peut-être pas dû vivre à cet endroit-là. C'était pas fait pour ça. Et les natifs savaient très bien comment évoluer, comment vivre à l'intérieur, évidemment, puisque depuis des générations, ils y étaient. Donc forcément, les Français, quand ils sont arrivés là, ils ont galéré. Et puis, ils ont bien arnaqué la population locale, comme tous les colons l'ont fait sur le continent américain, avec un exemple honteux, n'est-ce pas, qui a été de leur proposer d'apprendre chacun la langue de l'autre. Et puis, les Houmas, notamment, ont appris le français facilement, mais les Français n'ont jamais appris pour autant le Houma. Et donc, les langues natives, malheureusement, ont tendance à avoir disparu, même s'il y a encore quand même des gens qui sont issus de ces peuples originels. Et ils sont à hauteur de 0,7%, je crois, à la Nouvelle-Orléans et 1,3% en Louisiane, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais il y a quand même des communautés issues des peuples natifs. Et en fait, si j'en parle autant dès le début, c'est parce que on trouve l'ingrédient culturel issu des peuples natifs est très important dans ce qui va être créé de la rencontre avec les autres populations qui vont donc arriver avec d'abord l'arrivée des Français. Puis, donc les Français, en fait, ils sont arrivés en 1682 et ils ont tout de suite établi un comptoir à la Nouvelle, là-bas, quoi. C'était Boulbancha à l'époque. Et puis quand même, c'est assez significatif, je trouve. La même année, quasiment en même temps, quoi, il y a un bateau qui est parti de Saint-Malo, qui est passé par Ouida au Bénin, qui est passé par La Havane à Cuba et qui est arrivé à Boulbancha. Et en fait, là, on a un chemin, un parcours qui nous apprend déjà des choses. On sait que les esclaves qui partaient de la porte du Bénin ne venaient pas que du Bénin, enfin de la zone qu'on appelle Bénin aujourd'hui, qui était le royaume d'Abomey. Et du coup, la Nouvelle-Orléans est connue en fait aux États-Unis pour vraiment être une ville qui s'est construite et faite sur le commerce triangulaire, sur les champs de coton, de canne à sucre, d'indigo. C'est la ville la plus noire des États-Unis, dans le sens où c'est là où il y a le plus de noirs aux États-Unis. Avant Katrina, qui est un tristement célèbre ouragan qui a eu lieu en 2005, dont on reparlera, je crois que la ville était à 70% d'Afro-Américains. Et aujourd'hui, elle est à 65% après Katrina. Donc, c'est dire aussi qu'ils ont payé un lourd tribut de cet épisode. Ça a profondément marqué aussi la musique et les cultures là-bas. En tout cas, ce que je peux dire aussi sur l'histoire de la Nouvelle-Orléans, c'est que après avoir été française, donc de 1682 là je regarde mes notes, mais à 1762, elle est devenue espagnole. Et après, elle est devenue française à nouveau. Et ensuite, Napoléon a vendu la Nouvelle-Orléans aux Américains. Donc en gros, la Nouvelle-Orléans a été française, espagnole, française, puis américaine. Et ça aussi, c'est très très important dans les ingrédients et dans les cultures qui vont naître.
C'est important parce que forcément, les Français, les Espagnols et les Américains n'ont pas les mêmes cultures eux-mêmes. Et c'est important aussi parce qu'ils n'appliquaient pas l'esclavage tout à fait de la même manière. C'était dans tous les cas horrible, mais il y a eu des petites nuances et qui ont fait la particularité en fait de la ville et de ces cultures ensuite, des cultures qui vont y naître. Et notamment sous colonisation française puis espagnole. En fait, les esclaves avaient le droit le week-end de se regrouper sur une place qui s'appelle Congo Square. Et puis, en fait, le mot Congo, ça ne veut pas dire forcément que tous venaient du Congo, mais c'était à ce moment-là un moyen de parler des Noirs en général de la part des Blancs, de mettre ce mot-là. Cela dit, il y a des esclaves qui venaient du royaume Congo aussi. Et donc, les esclaves avaient le droit de se réunir sur cette place. Et cette place, les Blancs l'appelaient la place aux nègres. C'était le marché des esclaves, mais le week-end, c'était un endroit où les esclaves étaient en quelque sorte libres. Je mets vraiment des gros guillemets. Hein. Ils n'étaient plus enchaînés, en fait, ou ils n'étaient plus dans les champs. Et puis, ils pouvaient, du coup, faire de la musique et danser. Et en fait, à cet endroit-là, à l'époque, le Mississippi passait et du coup, les natifs commerçaient. Donc, il y a eu des échanges entre les natifs et les esclaves. Et puis aussi, il faut savoir que cet endroit, avant, du temps de Bubancha, était un cimetière pour les natifs. Donc, c'est là qu'ils enterraient, en fait. C'est un cimetière. Donc, du coup, ce lieu est vraiment chargé de plein de choses. Entre déjà tout ce que j'ai dit, là, on peut l'imaginer. Ouais. Voilà, Congo Square, qui aujourd'hui s'appelle Armstrong Park. Et en fait, en référence au musicien Louis Armstrong, qui est de la Nouvelle-Orléans. Et du coup, si je parle là de ce parc, c'est parce qu'il est hyper important dans la naissance du jazz, dans la naissance de toutes les cultures dont on va parler ce soir. Donc moi, ce soir, je vais parler vraiment des cultures afro-descendantes et natives, les mélanges aussi, les rencontres, et natives descendantes, mais il y a d'autres cultures encore à la Nouvelle-Orléans dont je ne vais pas avoir le temps de parler, notamment une culture créole. À la Nouvelle-Orléans, quand on dit créole, c'est un mélange de français et d'africain, une culture qui s'appelle les Aïdéco, et je ne vais pas avoir le temps non plus de parler des Cajuns, qui descendent directement des Français et qui ont aussi des danses, des musiques, etc. Donc moi, je vais vraiment parler des cultures issues des communautés afro-américaines et natives américaines. Je réfléchis, je sais pas, tu as peut-être des questions pour me faire rebondir. J'ai oublié plein de trucs, c'est sûr. Mais... écoute, sur la Nouvelle-Orléans, alors tu as parlé de 2 colonisations françaises. Moi, ma question, c'est du coup, est-ce que c'est ce qui a un lien avec le nom Orléans? Ah oui, voilà. Eh ben, ça, c'est sûr, évidemment. En fait, donc la Nouvelle-Orléans, le régent de la Louisiane, qui a été nommé par Louis XV, je me couvre en même temps, j'ai froid, c'était personne d'autre que le duc d'Orléans. Donc, en fait, voilà, quand les Français ont envahi Bubancha, ils se sont dit, on va rendre hommage au mec, hein, et on va l'appeler Nouvelle-Orléans, quoi. Voilà, donc ça vient de là. Ok, d'accord. Ok, pas mal du tout. Du coup, voilà. Alors, pour moi, vous savez, tu sais, c'est extrêmement important lorsqu'on arrive sur, alors d'habitude, un style de danse, mais là même sur une culture, qu'on a un contexte. Donc là, on a plus ou moins un contexte. Je rappelle que ce sont des émissions enregistrées sur 1 heure et quart, des fois on traîne un peu, où forcément on ne peut pas tout étaler. Donc voilà, c'est normal que tu ne puisses pas parler de tout. C'est un chemin pour aller, pour ceux qui regardent, soit vers elle directement pour avoir des infos, pour voir ce qu'elle fait, ou peut-être vers des documents, des bouquins, des reportages, plein de choses. Et après, encore mieux, un jour, d'aller prendre un billet et d'aller à la Nouvelle-Orléans. Bah ouais, en ce moment, c'est pas possible. Hein. Mais, oui. Et après, ce que je peux quand même préciser au niveau des ethnies, tu parlais tout à l'heure, hein, qui sont la base en fait du peuple de la Nouvelle-Orléans, on va dire, c'est au niveau africain, les Yoruba, qu'on trouve dans la région du Bénin, du Togo.
Nigeria, Bénin, Togo, ouais. Voilà. Il y a eu apparemment beaucoup de Sénégambiens à arriver. Des Bambara, des Mandingues, des Wolofs, etc. Des Fulbe aussi. Il y a eu aussi des populations qui arrivaient de la porte d'Angola, aussi plutôt du Royaume Congo, justement. Voilà, donc là, ça fait beaucoup de peuples très différents avec chacun des langues, des danses, des musiques, des croyances. Et puis, il y a aussi une immigration, des fois forcée, de la Caraïbe, notamment après la révolution haïtienne, où il y a eu plein d'esclavagistes à fuir Haïti avec leurs esclaves. Et du coup, il y en a qui sont arrivés ici, à la Nouvelle-Orléans. Et puis aussi, il y en a qui sont d'abord passés par Cuba, puis arrivés à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, Cuba est un élément vraiment important dans les cultures musicales et de danse de la Nouvelle-Orléans. Donc historiquement, on le comprend. Et en fait, on va retrouver des ingrédients forts de la culture afro-cubaine là-bas et des croyances aussi. Voilà, donc du coup, en lien en fait à ces populations qui viennent d'Haïti ou de Cuba, on a des choses très importantes qui viennent du vaudou et de la règle d'Ifa qu'on trouve à Cuba. Et effectivement, c'est que là, tu as donné 3 éléments qui sont hyper importants dans l'histoire de Cuba. Les Yoruba, tu as parlé de la révolution haïtienne. Ceux qui connaissent la culture cubaine, voilà, qui suivent ce truc, hein, vous savez qu'il y a eu un fort rapport afro-haïtien, et notamment dû à justement la révolution haïtienne. Tu en as parlé, c'est vrai que c'est extrêmement important dans l'histoire, ne serait-ce que de cette île. Ok, alors, on va pas pouvoir parler effectivement de toutes les cultures, mais est-ce que tu peux nous faire un court listing de quelques styles endémiques, des styles musicaux ou dansants, ou des contextes musicaux ou dansants qu'on peut trouver à la Nouvelle-Orléans? Alors, bon, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, prenez des notes. Ouais, prenez des notes. Je vais d'abord énumérer des styles musicaux et après, je vais mettre une petite vidéo qui introduira en fait des éléments plus culturels d'ensemble, danse, musique. Donc, musicalement, on a donc ce premier rythme qui a donné aussi lieu à une danse qui remonte au fameux dimanche à Congo Square, là, dont je parlais tout à l'heure, où les esclaves avaient le droit de faire de la musique et de danser sous colonisation française et espagnole. Et ce rythme s'appelle Bamboula. On imagine bien qui l'a attribué. Et en gros, ce rythme est une clave qui fait ça. Attends. Harry, il faut juste que tu nous refasses ça, mais on va te mettre ton son. Est-ce que tu peux aller sur ton ordi et allumer le son d'origine? Comment? En haut à gauche, il y a un truc qui te propose allumer le son d'origine, logiquement. Tout en haut à gauche. Ça devrait te le proposer. Je ne sais pas si moi je peux faire la manipulation. Alors, désolé, c'est un petit peu, hein, c'est du live. Ce qui se passe, c'est que Zoom est fait pour la parole. Et si je le fais avec la voix? Possible, oui. Donc ça fait tan 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 tan. Ok. Voilà. D'accord. Et ce rythme-là, en fait, il est la base de beaucoup de choses après. On va en reparler. Mais donc, ça s'appelle Bamboula. C'est les Français, évidemment, qui ont donné ce nom-là. Et ça a donné lieu à une danse. Alors, c'est un rythme de base et du coup, qui s'est complexifié. C'est-à-dire que forcément, aujourd'hui, si les musiciens continuent de se retrouver, les gens continuent de se retrouver le dimanche à Congo Square pour rendre hommage à tout ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et évidemment, ils ont développé la chose, quoi. Mais ça, c'est un rythme qu'on n'a trouvé que là-bas et qui forme vraiment on va dire la base, quoi, les oignons vraiment, tu vois, des musiques après qu'on va avoir dans les cultures dont on va parler. Une autre musique très très importante, évidemment, c'est le jazz New Orleans, qui vient de la tradition des funéroles.
Donc, les funérailles, ce sont les enterrements et des funérailles afro-américains. Alors, il faut savoir quand même, alors là, je suis obligée d'en parler un petit peu, mais je vais essayer d'aller vite. Au niveau du jazz, ce qui a favorisé le jazz, en fait, c'est notamment une rencontre entre ce rythme-là dont j'ai parlé juste avant, Bamboula, et puis les fanfares militaires européennes qui étaient très populaires à ce moment-là dans tous les États-Unis. Et puis au moment de la guerre de sécession, il y a eu encore plus de fanfares militaires présentes et du coup il y a eu aussi des fanfares militaires afro-américaines puisque dans les rangs des nordistes, il y avait des Afro-Américains. Et en fait, à la fin de la guerre de sécession, quand les fanfares ont été dissoutes, il y a eu plein d'instruments à être revendus sur la ville. Donc la ville s'est retrouvée à être inondée de cuivre. Et en fait, du coup, il y a plein de gens, plein d'Afro-Américains de la Nouvelle-Orléans qui se sont fournis à ce moment-là et qui ont eu plein de cuivre et qui, donc, du coup, ont continué de jouer. On rajoutait cet élément-là sonore, on va dire, en plus de l'élément rythmique. Et puis, en fait, au 19e, ouais, c'est ça, c'est 19e siècle, il y a eu en même temps, du coup, la création d'un quartier qui s'appelait Storyville et qui était un quartier, en fait, de prostitution afro-américaine. Et c'était vraiment de délimiter à un endroit. Et du coup, il y a eu 200 musiciens à peu près, ou 300 musiciens d'engagés sur 3 ans pour jouer, pour divertir un public, essentiellement de blancs, et du coup, pour vraiment les divertir. Donc, cette fonction-là aussi de la musique a amené les musiciens à jouer autrement. Et ça, c'est un peu le berceau, on va dire, du jazz. Alors, bon, le jazz New Orleans, il est vaste, quoi. Les noms les plus connus, je les donnerai à la fin. Mais bien sûr, on connaît Louis Armstrong qui est de là-bas. Après, il y en a plein d'autres. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que du coup, cette musique-là, ce rythme-là, cette musique-là, jouée de manière lente, à la manière vraiment des gospels, et des negro spirituals, c'est ça qui va donc accompagner les marches funéraires, qu'on appelle les funerals. Et les funerals ne pouvaient être possibles que par la solidarité qu'il y avait entre les Afro-Américains dans la communauté, qui s'organisaient en fait pour pouvoir payer ces enterrements. Ça, c'est quelque chose de très important aussi parce que ces groupes d'entraide, en fait, c'est eux aujourd'hui qui organisent les grosses parades qu'on appelle les second lines. Donc, ça veut dire que ça a commencé au XVIIIe siècle et que c'est toujours très, très puissant et fort aujourd'hui là-bas. Et du coup, donc là, j'ai sorti 2 autres mots, funeral et second lines. C'est vraiment alimenté par le jazz New Orleans, mais qui évolue, quoi. Et musicalement, on a aussi la musique des Mardi Gras Indians, mais qui préfèrent eux-mêmes s'appeler Black Indians ou Masking Black Indians, dont on va parler. Il y a un R&B de la Nouvelle-Orléans aussi, il y a du funk New Orleans, il y a du bounce, qui est le hip-hop de la Nouvelle-Orléans. Voilà, donc il y a vraiment plein de styles musicaux différents. Tous ces styles-là, j'ai jamais vu une ville aussi musicale. Quand tu marches dans la Nouvelle-Orléans, franchement, dans la rue, quoi, tu peux entendre un gospel et puis le trottoir d'en face, tu entends du jazz et puis le trottoir d'en face, tu entends du funk. C'est incroyable et ça fait vraiment une culture qui est en ébullition et qui est vivante en permanence. Donc du coup, là, je vais mettre une petite vidéo. Yes. Justement, on va pouvoir voir. Soyons attentifs. Ouais, alors du coup, tu m'as dit de faire comment déjà? Alors, il y a le partage d'écran en bas au milieu. Hop, et après, je vais faire partage d'écran. Hop. Soyez attentifs, regardez bien, ce sont de bonnes infos. Je vois que ça réagit, c'est pas mal. Excuse-moi, c'est où partage d'écran déjà? Je suis perdue. En bas au milieu. En bas au milieu, partager l'écran. En plus, c'est en vert et tout. Voilà. Ça y est, je vois ton écran. C'est parti, bon voyage.
ah, ah, Ah ah. ah. Ok, ok. Bon, je vous laisse réagir en commentaire. Hein. Je vous laisse réagir. Hein. Bon, allez, vous êtes habitués à mes vidéos. Vous savez que c'est avec les moyens du bord. Je suis obligé de le mettre parce que ça, c'était très, très bon. Franchement, les couleurs. Il y a une dame, j'ai vu, j'étais en train de me faire la réflexion, qui est comédienne, non? Non. Non, alors je me suis tenté avec les yeux clairs, mais en tout cas, waouh, waouh, c'était les enfants qui Franchement, ouais. c'est l'effet que te fait la Nouvelle-Orléans quand tu y vas. C'est comme ça Mhm, tout le temps, en fait. Et, ou presque. En fait, alors, les images que vous avez vues, c'est un montage que j'ai fait en collaboration avec un vidéaste qui s'appelle Julien Durand, qui m'a aidé sur le montage. Mais les images, donc c'est moi qui les ai filmées lors de donc, le premier voyage de recherche que j'ai fait là-bas. C'était en mars 2019, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est ça. Et c'était donc pendant Mardi Gras. Donc dans ce que vous avez vu, il y avait quelques images de Mardi Gras, mhm, qui est un jour sacré à la Nouvelle-Orléans, et où les gens ne se déguisent pas, ils se costument, et où réellement mhm, il y a le jour de Mardi Gras l'expression de culture ancienne qui porte en elle une histoire précieuse et sacrée qui s'exprime. Et c'est important de se poser la question de ce qu'elles sont, quoi. Et puis souvent, c'est la face immergée d'un iceberg, si je puis parler comme ça, parce qu'évidemment, ça ne meurt pas le reste de l'année. C'est pas juste cette année, c'est pas juste ce jour-là, en fait, que les gens sont dans cette pratique et dans ces croyances ou dans ces danses, etc. Il y avait aussi beaucoup d'images des cultures des Second Lines, dont on va beaucoup parler. Il y avait aussi beaucoup d'images des Black Masking Indians, qu'on trouve que à la Nouvelle-Orléans. mhm. Cette communauté qui rend hommage aux natifs, d'Afro-Américains, qui rendent hommage aux natifs. Il y avait aussi des images un petit peu de la danse bounce, qui est une danse aujourd'hui uniquement comme du twerk un peu, quoi, vraiment de bassin. Il y avait aussi des images de musiciens jazz, R&B, soul, funk, que j'ai pu interviewer là-bas. Et puis, je crois que j'oublie rien. Voilà, en gros. Ok, bah, en tout cas, ça avait l'air pas mal complet, puis je pense que ça donne envie, hein, je pense qu'il n'y a pas de doute. Alors, continuons, avançons dans le sujet pour essayer d'éclaircir un petit peu le truc. Eh ben, je vais aller précisément. J'avais une question très générale, mais j'ai essayé d'aller précisément en fonction de ce que je viens de voir. Est-ce que tu peux expliquer nous as parlé des Black Masculine Indians, tu nous as parlé du jazz, tu as un petit peu décrit le contexte, tu as prononcé le mot second line. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une second line? Du coup, je me fais un peu ma question. Ce qu'est une second line et le pourquoi, le comment Ouais. de ce truc. De ce truc, ouais, comme tu dis. Donc, en fait, la seconde line, son origine, c'est le funeral. Donc, funeral, c'est les funérailles, quoi. La procession L'enterrement. funéraire, Ok. voilà, l'enterrement. Ok. À la Nouvelle-Orléans, du coup, les Afro-Américains, quand quelqu'un meurt, et notamment quelqu'un de notoire, un musicien, mais ça peut être aussi n'importe qui, à partir du moment où les gens ont les moyens de financer un funérail dans cette dimension-là, et c'est là où les groupes d'entraide qui s'appellent les Social Health Pleasure Club maintenant sont Mhm. très très importants et ont une très grande importance en fait dans la ville. Donc les funérailles, ça part de l'église et ça va au cimetière et à pied et ça revient du cimetière. Et donc en fait, il y a quelque part deux morceaux qui vont être joués. Il y a une première version du morceau et une seconde. Et la première version du morceau, parce que c'est joué par un brass band qui est placé juste, alors que je ne dise pas de bêtises, ils sont placés derrière le cercueil, qui du coup, lui, est porté. Alors aujourd'hui, il y a des voitures, des fois traînées par, ou alors comment on appelle ça, des calèches, Ok. mais à l'origine, c'était porté.
Et du coup, on a un brass band et on a ce qu'on appelle des grandes marshals, qui sont des leaders, en fait, mais c'est des danseurs, ou des gens qui sont là pour danser devant le brass band. Mais du coup, le premier mouvement de danse qu'ils font pour aller jusqu'au cimetière, c'est un mouvement très solennel. Et aussi parce que la musique est très solennelle à ce moment-là, elle est vraiment triste. C'est toujours un morceau de negro spiritual ou de gospel, mais joué par le jazz New Orleans. Enfin par le brass band en tout cas, et du coup la famille est juste derrière le brass band et la famille avance sur ce morceau, et en fait les grandes marshals font ce qu'on appelle le dirge step, j'ai du mal à le dire, et c'est un mouvement très solennel, ouais, qui va d'un côté et de l'autre, c'est une marche comme ça qui va d'un côté et de l'autre, et du coup ils arrivent au cimetière, ils enterrent le cercueil, et du coup là le negro spiritual devient du swing et la musique devient enjouée et joyeuse, et le cortège retourne quelque part à la ville, à la vie, et là tout le monde se met à danser de manière bien plus joyeuse, et à ce moment-là tout le monde est invité à rejoindre, à se mettre derrière cette first line. Et donc, ceux qui se mettent derrière cette first line deviennent la second line. Ok. Cette second line veut dire tous les invités non invités qui, du coup, viennent célébrer la vie de cette personne qui est partie, avec les vivants qui restent, et quelque part aussi qui leur donne la force de se réjouir de ce qu'a été cette vie. Voilà, et de prendre la mort autrement que de manière uniquement triste, quoi. Et en fait, là, la danse forcément évolue, et c'est à ce moment-là que les gens, de manière spontanée, collective, parce que ça se transmet depuis des générations, se mettent à faire des footwork qui sont plus ou moins virtuoses, en général qui ne sont pas virtuoses, mais qui peuvent le devenir. Et voilà, et là il y a un mouvement de danse qui sort qui s'appelle buck jumping, dont je vais parler. Et en fait, on nous dit, enfin là-bas, on dit que tout le monde peut être second liner, concrètement. Par contre, tout le monde n'est pas buck jumper, parce que c'est vraiment, ça devient virtuose en fait. Et voilà. Donc ça, c'est une tradition qui remonte à l'époque de l'esclavage, qui a perduré et qui est devenue emblématique de la ville, au point que au 19e siècle, les Social Aids Pleasure Club, donc qui sont les groupes de solidarité au sein de la communauté afro-américaine, pour pouvoir vraiment aider les familles quand les gens tombent malades, ou alors organiser les funérailles, les financer, etc., etc. Toutes les choses que le gouvernement ne faisait pas, ou que les Blancs ne voulaient pas accorder aux Noirs, comme le service des pompes funèbres, par exemple. Et donc, les Social Aids Pleasure Club ont institutionnalisé des second lines hors funeral, du coup, chaque dimanche. Et donc, à la Nouvelle-Orléans, de septembre à juin, tous les dimanches, il y a une second line Sunday qui dure à peu près 4 heures, qui est après la messe, après le brunch, qui dure toute l'après-midi et qui parcourt vraiment pas mal de kilomètres dans la ville, que ce soit uptown ou downtown, parce que du coup, il y a uptown et downtown. Downtown est au-dessus du niveau de la mer, uptown en dessous. Donc, quand il y a des inondations, on sait quelle partie de la ville est sous l'eau. Et voilà, en tout cas, voilà, tous les dimanches, il y a des second lines, et là, ça peut rassembler des milliers de personnes. C'est vraiment, et puis ça a pris en fait une ampleur incroyable après Katrina notamment, parce que ça a été un moyen pour les gens de se retrouver et de dire on est fiers d'être qui on sait qui on est, ça c'est notre histoire. Et en gros, c'est ce qui fait qu'on est qui on est, et on rend hommage à ceux qui étaient là avant, et en même temps, on a envie d'aller de l'avant, quoi. Et en fait, on sent ça dans à la fois la musique, mais aussi les danses des gens, l'attitude corporelle, la posture. Voilà, et il y a vraiment quelque chose de très fort pour moi qu'en tout cas, je le vois comme ça, mais c'est aussi comme ça qu'on me l'a expliqué là-bas.
qui est autour de cette idée qu'il faut laisser le bon temps rouler. C'est vraiment la phrase qu'on dit à la Nouvelle-Orléans, Let the good time roll. Et ça veut dire aussi qu'en toutes circonstances, il faut être cool et classe en même temps. Et toujours fier de qui on est. Et qu'il ne faut pas se laisser faire, mais il faut prendre les choses comme elles viennent et avec dignité. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui résume l'état d'esprit du funk là-bas. Et là-bas, quand on te parle de funk, on ne te parle pas de musique, on te dit tu es funky ou pas. C'est une manière de voir les choses, de prendre les choses, de marcher, de danser. Et c'est un état d'esprit qui remonte à loin, 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 quoi. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc, non, c'est vraiment très intéressant. Du coup, je peux vous montrer une petite vidéo d'une seconde line que j'ai fait là-bas, dans laquelle on va voir des danseurs qui sortent plus que d'autres, justement, avec ces fameux bug jump dont j'ai pas encore parlé, mais je parlerai après. Du coup, voilà, je vais la mettre et puis on en parle après, si ça vous va. Yes, sans problème. Je vous avais dit que ce serait intéressant aujourd'hui. Je vous l'avais dit, qu'il y a de la bonne info et puis c'est une sacrée culture, réellement. Donc, on est parti. Alors, c'est bon, t'as retrouvé? J'ai retrouvé. Juste, je suis un peu lente dans la manœuvre. T'inquiète pas. Donc, par contre, c'est un peu long. Ça fait quand même 14 minutes. Donc, moi, je vais faire des sauts dedans. Yes. Vous m'entendez en même temps quand je parle? Oui. Même si je mets la vidéo, vous m'entendez? Logiquement, on devrait t'entendre pendant la vidéo. Puis, je te dirai si jamais le volume a besoin d'un ajustement. Ça marche. Donc là, on n'est pas loin du Zulu Social Head Pleasure Club. Ok. Et on est dans le quartier du Trémé. Le quartier du Trémé, c'est derrière Congo Square. Donc, le parc dont j'ai parlé tout à l'heure est situé au niveau de Downtown. Et Trémé, c'est vraiment le quartier du jazz. J'ai interviewé un danseur qui m'a dit que quand on habitait dans le Trémé, on n'a pas le choix. Soit on fait partie d'un brass band, on est musicien, soit on est danseur, on fait partie d'un social pleasure club. Du coup, là, on arrive à un endroit qui est une laverie et en fait, on attend et ça s'organise. Il y a le brass band qui est là. Comme vous voyez, ils sont en train d'aménager un espace avec des cordes et ça va permettre aux membres du Social Pleasure Club qui vont se saper pour l'occasion de défiler, quoi, de sortir de là pour montrer comment ils sont beaux. D'accord. Alors en gros, ça veut dire aussi que chaque dimanche, il y a un social club qui organise une seconde line. Et ça veut dire aussi que le social club, ils réfléchissent longtemps avant sur c'est quoi les costumes qu'ils vont mettre cette année, quelle couleur, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Souvent aussi, chaque social club, ils ont une mission. Ça peut être par exemple de lutter contre les violences faites sur les femmes, ou de lutter contre le racisme, ou de lutter contre les meurtres par balle, les violences par balle, etc. Et du coup, souvent les second line, elles sont aussi dédiées le dimanche à des gens qui sont partis ou alors des gens importants pour la culture afro-américaine. Donc voilà, ils sortent les uns après les autres et puis ils vont se mettre en route. Je vais avancer un peu. Hop, si ça veut bien charger parce que c'est des pubs, voilà. Et là, la marche est partie et on voit il y a plein de gens d'un côté. Moi, je suis de l'autre côté en fait. Et de l'autre côté, il y a tout autant de monde, quoi. Tu m'entends toujours? Ouais, on t'entend. Voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre possession de l'espace public, donc des balcons, des trottoirs, des maisons autour. Alors, en général, quand on voit des gens danser comme ça, c'est qu'ils font partie eux-mêmes de Social Pleasure Club. Ça veut dire un prochain dimanche, ça va être eux les stars au milieu. Et du coup, quand ils sont pas au milieu, ils sont sur les côtés et c'est là qu'ils développent le plus de danse en fait. Et que ça peut devenir vraiment fort de l'émulation qu'il y a entre eux en fait, tout simplement, de se retrouver ensemble et de danser ensemble.
Alors les mouvements de danse qu'on va trouver là et qui partent du back jumping, c'est vraiment des footwork, des jeux de jambes, et que chacun développe avec sa propre identité, sa propre personnalité. Il n'y a pas de cours de back jumping, ça n'aurait pas de sens en fait d'en faire. Le back jumping porte en lui une histoire dont on va parler tout à l'heure, mais c'est vraiment d'être soi-même et de s'amuser avec soi. Alors, comme ça dure 4 heures, il y a des vendeurs de boissons qui suivent le cortège, qui sont là. Tous les sons de clave qu'on entend, c'est pas uniquement que les musiciens, c'est aussi les gens qui ont fini de boire leur bière et qui tapent sur leur bière avec tout ce qu'ils peuvent. Et du coup, il y a plein de sons de clave en fait qui se cumulent, qui s'associent, qui se superposent. Et ça contribue vraiment à la musique, en fait, au son quoi, des second line de la Nouvelle-Orléans. Là, c'est un danseur qui s'appelle K5 et qui est populaire en fait là-bas parce que justement, il se fait de plus en plus remarquer avec sa manière de danser et de jouer avec les autres en improvisant en fait dans la rue. Je vais avancer un petit peu. Voilà, on sent qu'il y a un groupe commun qui porte la foule en entier, quoi. Et en fait, faut imaginer, vu que ça dure 4 heures, ça devient une transe collective, quoi. C'est quelque chose d'assez incroyable à vivre, enfin, de vraiment incroyable à vivre. Il y a un sentiment de liberté qui est puissant, qui est fort, et de communion aussi. Voilà, on dirait que d'un coup, la rue appartient vraiment au peuple. Il y a toutes les générations qui se retrouvent là, on voit bien les petits là qui sont dans des jeux de jambes incroyables. Alors là-bas, vraiment, quand tu te pointes en seconde line, tu ne vas pas pour regarder, tu y vas pour danser, quoi. Moi là, je filme, mais souvent je m'arrête et je me mets à danser, surtout que je ne peux pas t'en empêcher. Et les gens, ils sont que contents de ça, quoi, que tu te mettes à danser avec eux. Pour eux, c'est vraiment que tu vis avec eux aussi, quoi. Voilà, j'avance une dernière fois et en fait là on arrive, ils vont passer sous un pont qui s'appelle Claiborne et qui coupe le quartier du Trémé en deux. Et en fait c'est pour ça qu'ils se mettent aussi à faire du bruit, plus à sauter, à jouer un morceau plus rapide pour faire le plus de bruit possible pour dire à quel point c'est n'importe quoi ce pont en fait qui coupe l'espace public en deux et qui rend la zone dangereuse. Avant c'était des parcs, il y avait des enfants qui jouaient là et du coup maintenant ça craint vraiment quoi. Il y a énormément de voitures à passer et puis il y a aussi des trafics qui passe et beaucoup de problèmes de violence parce que c'est un endroit maintenant alors qu'à la base c'était un lieu criminel. Voilà, on va arrêter là peut-être pour la vidéo, sinon ça donne envie d'y rester. Ok. Je vais arrêter de l'autre côté. Alors, voilà. Juste la petite aparté, comme ça, 2 petites notes. Pour ceux qui remarquent, elle a dit tout à l'heure qu'il se considérait caribéen. Il y a un lien très fort là dans ce qu'on vient de voir. Hein. Si vous avez vécu, voyagé à certaines périodes sur une île des Caraïbes ou un territoire des Caraïbes, parce qu'il n'y a pas que des îles, là, il n'y a pas de doute. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, tu as dit le mot Trémé par rapport au nom du quartier. La petite aparté, puisque je pense qu'il y en a après qui voudront en savoir plus, on est d'accord, si mon souvenir est bon, il y a une série qui s'appelle Trémé.
et qui parle, enfin, dont le sujet, le contexte, c'est justement ce quartier. C'est pas que ce quartier, en fait. En fait, si la série s'appelle Trémé, c'est parce que Trémé, c'est le quartier du jazz. Et c'est là, c'est le quartier c'est de là que la tradition des second line a commencé, s'est développée, etc. C'est aussi un quartier, en fait, où il y avait du temps de l'esclavage des Noirs libres qui vivaient là. Et donc, du temps de l'esclavage, sous colonisation française-espagnole, il y a eu des affranchissements, des Noirs qui ont acheté leur liberté, etc. Et du coup, qui ont fondé, qui se sont installés vraiment dans ce quartier. Et en fait, ils étaient, pour certains, ils étaient riches et il y a eu une vie culturelle très riche, du coup, mais au point de rayonner à travers la presse jusqu'en Europe, comme par exemple un journal indépendant, un opéra, vraiment assez incroyable et du temps de l'esclavage, quoi. Donc ce quartier est devenu pauvre à partir du moment où, après l'esclavage, les Noirs les plus fortunés ont fui la Nouvelle-Orléans à cause de la ségrégation. Et où du coup, il est resté que ceux qui ne pouvaient pas partir, donc les plus pauvres. Et voilà. Mais en fait, du coup, ce quartier, il est très important culturellement et au niveau vraiment de la communauté afro-américaine. C'est aussi là que les choses se sont affirmées et aussi en termes de revendications pour les droits des Afro-Américains, etc., de solidarité intracommunautaire, etc. Donc, ce quartier est très, très important à ce niveau-là pour tout ça. Et du coup, la série s'appelle Trémé pour ça. Et en fait, Trémé, c'est une super série, vraiment, c'est génial. En fait, le réalisateur a voulu faire un documentaire, il n'a pas eu les moyens, il a fait une série, mais ça veut dire que les gens qui sont dedans, c'est les gens de là-bas. C'est pas des acteurs, la plupart. Toutes les musiques, elles sont de là-bas, c'est pas des musiques préenregistrées ou je sais pas quoi. Les lieux qu'on voit dans la série, c'est les lieux où il faut aller. Donc voilà, c'est vraiment, moi, il y a plein de gens aujourd'hui que je connais qui sont dans la série Trémé, c'est les habitants de la Nouvelle-Orléans et c'est ceux qui font la culture de la ville. Et Trémé, ça parle surtout de qu'est-ce qui s'est passé au moment de Katrina et après Katrina et du scandale politique et social qu'a été l'après-Katrina. Mais ouais, je le conseille vraiment à tout le monde. D'accord, ok. Alors, les infos sont intéressantes. Moi, j'avais des questions à poser et en même temps, j'ai envie d'en poser d'autres. C'est un peu spécial là, du coup, pour moi. Alors, je vais essayer d'aller dans une bonne direction. Est-ce que tu peux nous détailler deux mots, enfin deux termes, le terme bug jumping et le terme funky? Ok. Voilà. Je vais commencer par bug jumping. Donc, bug jump. En fait, bug jump, c'est le seul mot vraiment que tu entends qui concerne un mouvement de danse des second line. C'est le petit mouvement de pied qui paraît facile comme ça, mais qui ne l'est pas, avec un groove là, de bounce qui rebondit en permanence. Et en fait, ce mot-là, il est composé de deux mots, buck et jump. Et c'est intéressant de se demander qu'est-ce qu'il veut dire et d'où il vient, parce que forcément, il porte une histoire et ça change tout quand on la connaît. Donc, il faut remonter aussi au temps de l'esclavage. Donc, les esclavagistes appelaient en fait des Noirs forts et qui souvent avaient soit fui les plantations ou se révoltaient, ou etc. Ils les appelaient des bucks. Et buck, c'est un cerf en fait. C'est un mot pour les comparer à des animaux et à des cerfs. Et du coup, donc, ces esclaves se retrouvaient enchaînés parce qu'ils avaient fui ou qu'ils se rebellaient, etc. Et les esclavagistes les obligeaient à danser enchaînés, non pas pour les divertir, mais pour être sûr qu'ils puissent être toujours une force de travail, que les muscles ne soient pas atrophiés. Donc voilà, et si les esclaves refusaient de le faire, ils étaient fouettés, battus, et si bien sûr ils essayaient de partir, ils étaient tués, enfin voilà. Donc ils n'avaient pas le choix, ils avaient les pieds enchaînés, du coup ce qui ne leur permettait pas de danser librement, on peut imaginer. Et donc en fait les esclavagistes disaient aux esclaves bug jump, le saut du cerf, quoi.
Donc, voilà, moi, cette histoire-là, je la tiens d'un passeur de culture, vraiment, un grand monsieur de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Bruce Sunpie, qui est le Big Chief des Skulls and Bones, qui est une communauté donc de squelettes et d'os qu'on peut voir le matin du Mardi Gras, et qui est aussi un musicien, qui est aussi un garde des bayous, donc qui connaît très bien la nature, l'environnement, tout ça, qui est un créole de la Nouvelle-Orléans, qui joue aussi du zydeco. Enfin bref, il est sur plein de casquettes. Et donc lui, il m'a raconté cette histoire en me disant que justement aujourd'hui, il y avait au final sans doute peu de jeunes, notamment à connaître cette histoire eux-mêmes là-bas, et que c'était important de la connaître. On comprend pourquoi quand on la connaît. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Bug jumping. Alors, allez, tu peux répéter le nom de la personne Bruce Sunpie. S-U-N-P-I-E. Bruce Sunpie. D'accord. Et du coup, les Skulls and Bones, là, on va pas avoir le temps d'en parler, etc. Mais c'est très intéressant aussi. Donc, il y a des images sur YouTube. Eux, c'est quelque chose qui vient vraiment de la tradition vaudou. Voilà, à 5 h du matin, le jour de Mardi Gras, en fait, ils sortent dans le quartier du Trémé pour. Ils sont en transe, hein, ils invoquent des ancêtres en fait avant, et du coup, possédés par ces esprits ancestraux, ils défilent dans le quartier du Trémé. Ils vont réveiller les habitants du Trémé pour leur dire qu'il faut arrêter les violences, leur dire qu'il ne faut pas être pressé que la mort arrive, donc il faut se respecter les uns les autres et être bienveillants. Et voilà, ça a un gros sens, encore une fois, aussi dans la communauté, l'entraide, etc. Sacrée histoire, sacrée histoire. Mm. Et puis donc, un second terme qui est très important, pour moi, il est extrêmement important d'en parler aujourd'hui. Peu importe si après le temps c'est court ou quoi, mais le funk. Tu as parlé de être funky, Mm. mais j'aimerais vraiment que tu dises du coup derrière, en termes de, alors je vais dire musique et ou danse, là pour le coup, je ne sais vraiment pas, à quel point le funk a pu partir de là. Qu'est-ce qui a pu emmener au funk, au-delà d'être funky, l'influence que ça a pu avoir après sur ce que nous, on connaît comme funk, qu'on placerait plutôt dans d'autres grandes villes des États-Unis par mes connaissances. Alors en fait, je pense qu'il faut faire la différence entre un style de musique qu'on a classifié à partir du son de James Brown. Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est d'être funky? Il y a ça. Et il y a aussi qu'en fait, James Brown lui-même, il a sa musique, en fait, ce qui fait son son, vraiment, il y a plusieurs éléments. Mais dans ces éléments, il y a des éléments notamment rythmiques, comme ce qu'on appelle the one, l'importance du 1. Ouais. Dans sa musique, il y a aussi des syncopes au niveau des batteries, des rythmes de grosses caisses, justement, et de caisses claires, qui lui ont été appris, en fait, apportés par 2 batteurs de la Nouvelle-Orléans, dont un qui fait partie de la communauté des Black Masking Indians. Et en fait, on ne peut pas parler finalement de funk sans parler d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable et qui est passionnant et qui est méconnu. Mais voilà, c'est très très important. Donc les Black Masking Indians, c'est des Afro-Américains. On les retrouve dans les Second Lines aussi, mais ils ne sont pas costumés à ce moment-là. Mais c'est la même communauté, tout ça. C'est donc des Afro-Américains qui rendent hommage aux natifs qui ont accueilli du temps de l'esclavage des esclaves marrons, donc qui fuyaient les plantations, qui les ont cachés, qui les ont recueillis, etc. etc. Je vais essayer de faire vite, mais c'est vraiment important. Du coup, il y a eu des mariages, il y a eu des rencontres entre ces esclaves qui fuyaient et les communautés natives. Voilà, il y a eu des métissages issus de ça. Et en fait, historiquement, à côté de ça,
au moment de la guerre de sécession, il y a d'anciens marrons ou des descendants d'anciens marrons qui ont rejoint les rangs de l'armée du Nord, de Lincoln, pour combattre contre les sudistes, les confédérés, pour l'abolition de l'esclavage. Et en fait, ces mêmes soldats, ils se sont retrouvés à devoir acculturer les populations natives après. Parce qu'il y a eu des grandes phases d'acculturation, c'est-à-dire d'obliger les natifs à aller dans des réserves, de ne plus parler leur langue, Oui, ok. À un tel point, donc là on en arrive au mythe américain de la conquête du Far West, tous les films de western, tout ça, qu'au 19e siècle, il y a eu à la Nouvelle-Orléans une exposition et des spectacles du Buffalo Bill West Show, et une exposition universelle où du coup on exposait des natifs en tenue traditionnelle, nanana, et du coup le Buffalo Bill West Show, donc faut plus aller chez le Buffalo Bill, hein, je dis ça vite fait. Buffalo Bill West Show, donc Buffalo Bill c'était un promoteur de spectacles, et en fait lui il faisait des spectacles itinérants, et puis en fait il enlevait des natifs, il les saoulait, il les droguait, il les obligeait à dépendre de lui, de ses spectacles, etc. Et il les mettait en scène, mais il ne les mettait pas en scène à leur honneur, évidemment, et il racontait une histoire qui était fausse sur les natifs. Voilà. Donc du coup, quand ils sont arrivés à la Nouvelle-Orléans, en fait, il y a eu une marche de natifs américains à défiler dans la Nouvelle-Orléans pour protester par rapport à ces shows-là. Et du coup, l'année d'après, il y a eu la première tribu, j'aime pas dire ce mot-là, mais eux, ils s'appellent comme ça, entre eux, tribe, de Masking Black Indians. Et du coup, cette première tribu, ils étaient issus eux-mêmes de ces natifs qui étaient qui étaient mis sur scène par Buffalo Bill. Voilà. Et du coup, cette première tribu, en fait, c'est un point de départ pour, on va dire, en tout cas, les gens qui ont pris des notes là-dessus, quoi. Mais apparemment, ça aurait même commencé avant. En tout cas, dans la tradition des Black Masking Indians, il y a cette idée de perpétuer des chants et des rythmes qui sont dans une langue créole, un créole louisianais qui est un mélange de français, de langue issue des natifs et de langue africaine. Okay. Notamment des chants aussi qui ont des histoires très fortes, comme un chant qui s'appelle Shallow Water Mama, qui était un chant qui permettait en fait aux esclaves, en le chantant, de donner des informations sur comment s'échapper. Voilà, ça c'est un exemple, mais quasiment tous les morceaux qui sont chantés par les Black Masking Indians, il n'y en a pas beaucoup du coup, mais c'est un répertoire en fait de chants qui portent une histoire forte sur la question des marrons. Et du coup, les communautés de Black Masking Indians, ils continuent à chanter ces chants-là. Donc en fait, c'est même pas des chants, c'est presque du spoken word. C'est-à-dire qu'il y a donc un big chief, un grand chef qui scande des choses et sa communauté lui répond. Alors dans l'organisation d'une tribu Black Indians, c'est intéressant, il y a un big chief, il y a un second chef, il y a des queens, des reines, il y a un medicine man, l'homme médecin, il y a un wild man, l'homme sauvage, c'est celui qui est fait pour effrayer, il y a un flag boy, donc, qui porte le drapeau de la tribu, et il y a un spy boy qui lui est devant pour voir s'il y a une autre tribu qui arrive. Et en fait, à la base, les parades Black Indians, c'était vraiment ils ne savaient pas en fait où ils allaient. Le spy boy décide en fait où ils vont. Et s'il voit une autre tribu arriver, il prévient le flag boy, qui prévient le big chief. Le big chief décide si les deux tribus vont s'affronter ou vont passer leur chemin. Et en fait, il annonce ça en chantant soit Epoch Away, qui veut dire on passe notre chemin, ou en chantant Let's go get them, ça veut dire on y va, on attaque, quoi. Et en fait, avant les années 70, ces tribus-là, c'était des vrais règlements de compte. Leurs costumes en fait cachaient des bouts de verre, des armes, etc. Et ça allait jusqu'à s'entretuer. Et en fait, dans les années 70, il y a un big chief qui s'appelle Tutti Montana qui, lui, a fédéré tous les autres grands chefs
ce qui était incroyable en fait, parce que vraiment chacun défendait son ward, quoi, son quartier, et lui, il a réussi à rassembler tout le monde, tous les big chiefs, pour dire faut qu'on arrête ça, et venez, on va plutôt faire un concours de qui est le plus beau, qui a les plus belles valeurs, et on va faire de la création de nos costumes une méditation qui va nous empêcher qui va empêcher aussi nos enfants, nos frères, etc., de devenir violents, de prendre les armes. Et donc, en fait, les Masking Black Indians, ils mettent 1 an à faire leur costume. Leur costume raconte des tas de choses. C'est cousu à la main, perle par perle. Il y a un morceau qui va avec ça, qui s'appelle So, So, So. You got to so, so, so. Tu dois coudre, coudre, coudre. Et ils sortent le jour de Mardi Gras, mais ils ont des moments très dédiés à eux, spécifiques. Le Super Sunday en mars, qui est le Mardi Gras en fait, des Masking Black Indians. Et il y a aussi la nuit de la Saint-Joseph, où en fait, c'est une fête catholique, comme le jour de carnaval, où les esclaves, tout d'un coup, avaient le droit, tout comme les Européens, de faire la fête, de s'exprimer, etc. Donc, du coup, c'était des jours où ils pouvaient aussi complètement s'exprimer. Alors, je ne sais pas s'il y a le temps, mais j'ai une petite vidéo, si tu veux, de ça. Allez, vas-y, il nous reste 10 minutes. Allez, et je vais accélérer dedans. C'est intéressant, c'est intéressant. Ah, je vois 2-3 personnes qui nous ont rejoints. Je pense à Marie-Duel de Borde. Salut, partenaire. Et je t'attends pour parler du jazz. Donc là, on est avec le Ninth Ward Black Hatchet. Donc Ninth Ward, c'est le nom du quartier. C'est le 9e bloc, quoi, le 9e quartier. C'est un quartier qui a été très 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 touché pendant Katrina. Et je suis avec le photographe qu'on a vu, c'est Eric Waters, c'est un grand ami de là-bas, qui m'a introduit auprès de beaucoup de gens, et je me suis très reconnaissante. Et du coup, lui, il connaît très bien le Big Chief là, qui vient de prendre en photo, qu'on vient de voir. Il s'appelle Dewey, et qui est le Big Chief du Ninth Ward Black Hatchet. Là, il sort de la maison de son père. Et il va rejoindre sa tribu et aussi toute la communauté qui l'attend. Donc on entend les instruments, c'est vraiment la grosse caisse qui nous tombe. Là, on est à l'extérieur de leur ronde, en fait. Ils forment une ronde entre eux. On les voit de dos. Là, en fait, le Big Chief, il est en train de présenter chacun des membres de la tribu. Et ça, en même temps, il chante les louanges, enfin voilà, il vante les membres de sa tribu. Et après, il chante un son qui s'appelle Indian Red, et qui est un chant vraiment pour appeler les esprits ancestraux à venir, à être avec eux pour défiler. Ça, c'est le voilà, ils vont tous passer un par un en fait, et venir saluer le chef. Le chef les représente et ils vantent leur louange. Et après ils chantent tous ensemble. Alors les costumes là, ils sont hyper lourds, ils peuvent peser jusqu'à 70 kg. Ceux qui ont les costumes les plus lourds, ils ne peuvent pas vous danser. Ce qui danse le plus, c'est les Skyboys. Voilà, je vais avancer un peu. Hop, si ça veut bien charger. Ça charge un petit peu. Dans le même... Moi, je cherche après. On va aller là.
Donc en fait, il y a un moment où il a présenté tout le monde et où du coup, ils vont pouvoir se mettre. Et là, ils changent de morceau. On peut voir le travail là, fait avec les perles, les détails, quoi. Et ils chantent Époque et ouais, ça veut dire on trace notre chemin. Il y a une autre tribu qui va arriver en face. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils se battent plus. Ils font comme s'ils se battaient, mais du coup, ça devient des danses. Et c'est surtout les Spy Boys qui se rencontrent. Donc là, on a plusieurs Indians, plusieurs tribus qui sont face à face. Enfin, deux tribus qui sont face à face. Et là, on a les deux Spy Boys qui vont s'affronter, mais pas vraiment s'affronter. Ils vont plutôt danser et se prendre dans les bras après. Du coup, la musique, elle a changé. Et là, ils se font un câlin. Avec toutes leurs coups. Voilà. Donc là, c'était très court, hein, mais en gros, il faut s'imaginer, ça c'est le soir de la Saint-Joseph, là ils partent de leur quartier et ils vont plutôt dans le centre de downtown ou de uptown, où il y a toutes les autres tribus qui vont aussi se réunir là. Et du coup, aujourd'hui, la Saint-Joseph, c'est vraiment un moyen de danser, de se réunir et de faire de la musique ensemble, etc. Mais avant les années 70, c'était donc des affrontements. Et donc, il y a quand même un parallèle assez clair aussi avec la culture hip-hop new-yorkaise, je trouve, n'est-ce pas, dans le procédé. Ils font des practices. En fait, moi, j'ai assisté à des practices où vraiment, là, on voit les Spy Boys sans leur costume, en fait, et les danses qu'ils font aussi, c'est très intéressant à voir. Moi, dans les recherches que j'ai fait, en fait, j'ai fait danser notamment un b-boy Shambo qui est de Morlaix, qui fait partie de Clandestin, avec un danseur, un Indians de là-bas, côte à côte, et ça donne, enfin voilà, on voit vraiment qu'il y a un lien très très fort et intéressant dans les top rock en fait, et les danses des Spy Boys qui sont elles-mêmes héritées des Africains et des natifs. Au niveau du funk et de la musique, en fait. Ce morceau-là, Epoch Way, moi je conseille aux gens de faire ce petit jeu-là. Donc d'aller l'écouter en version faite par les Indians. Donc si vous allez sur YouTube et que vous cherchez, juste je vais faire partage d'écran pour que vous voyez le nom de la tribu en fait. Notez. Voilà. Tac. En fait, si vous allez chercher White Eagles, Mardi Gras Indians, et c'est pas ce morceau-là, c'est le morceau Epoch Away. Donc il est là. Je sais plus comment ça s'écrit, mais il va le trouver. Forcément, il ne le trouve pas. Hop. Voilà. Donc là, en fait, voilà. Ouais, c'est parce qu'ils écrivent To Way Back Away. C'est une autre façon de le dire. Donc, vous pouvez aller écouter celui-là, là, en premier. Et après, vous allez écouter la version des... comment il s'appelle je crois que c'est Wild Chupichulas. C'est une autre tribu. Voilà. Vous allez écouter la version des Wild Chupichulas. C'est aussi une tribu Masking Black Indians. Et enfin, vous mettez Meters. Ok. Oh, Meters. Voilà.
Et là, je vais même les mettre, si vous voulez, en parlant. Hein. Oui, The Meters. Donc, en fait, les Meters, c'est les frères Neville. Et eux, ils sont nés à la Nouvelle-Orléans, hein, Uptown. Et en fait, leur famille est issue des Black Masking Indians. D'accord. Des Wild Chupichulas, justement. Et en fait, il y a un des frères Neville qui s'appelle Art Neville, qui malheureusement est décédé il y a peu de temps, qui était surnommé Papa Funk, ça veut dire le pape du funk. Parce que le son qu'on entend là, c'est vraiment le son du funk de la Nouvelle-Orléans qui a influencé aussi James Brown. Et en fait, ce qu'ont fait les Meters, c'est qu'ils ont repris le morceau de leur tribu et ils l'ont joué avec un clavier, une basse, une batterie, une guitare, etc. Et en fait, ça donne du funk. Voilà, donc il y a plein de choses très intéressantes en termes d'analyse musicale à faire derrière ça, sur le Big Four, sur ce qu'on appelle le One, comment James Brown a transformé le Big Four en One, en fait, comment il a placé juste la rythmique, la clave de base de la grosse caisse dans un sens ou dans un autre. Mais le son notamment de Funky Drummer de James Brown est vraiment lié au son des Second Lines et des Masking Black Indians de la Nouvelle-Orléans. D'accord. Waouh. Alors ça, pour tous les amateurs de funk qui regardent cette vidéo, c'est de la très grosse info. Là, on entend bien. C'est très clair, c'est hyper funk. Voilà, on entend, et puis on entend très bien la clave de départ dont j'ai parlé, la clave bamboula. Yes. Elle est dans la base, effectivement. Voilà. Et il y a dû avoir effectivement une évolution, un changement ou un apport d'autres choses pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant une base funk, comme tu dis, qui a été nomenclaturée, normalisée à partir du son de... Ok, d'accord. Alors, il reste pas beaucoup de temps, mais moi, j'aimerais te poser deux questions très rapidement. Très rapidement, j'aimerais que tu nommes comme ça. Allez, là, il y a des gens qui regardent s'ils veulent écouter ces musiques-là pour avoir un panel le plus large possible. Est-ce que tu peux là nommer 5 artistes qui te viennent en tête qui permettraient de s'ouvrir ou de se cultiver sur ces musiques-là? Alors ouais, et puis ce que je te propose, c'est, je vais faire ça, et puis je te propose de, comme je te disais, de t'envoyer un document qui en met plus, si tu veux le partager après. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais citer, alors en jazz, allez écouter Louis Armstrong, c'est facile. Voilà. En jazz vraiment traditionnel, on va dire. En rhythm and blues, allez écouter Professeur Longhair, et notamment le morceau Big Chief. Et pour ceux qui suivent un peu les vidéos des sœurs là, qui viennent de Hollande, j'ai oublié leur nom, qui dansent hyper bien, elles ont fait une petite vidéo sur ce morceau-là il y a peu de temps. C'est vraiment un morceau emblématique de la Nouvelle-Orléans et qui s'appelle Big Chief, donc maintenant on sait en référence à quelle culture. En funk, allez écouter les Neville Brothers ou les Meters. Voilà, après, pour ce qui est vraiment des musiques de second line, c'est-à-dire les brass bands qui jouent aujourd'hui, et les brass bands, alors en fait, les brass bands que je vais citer, ils ont tous commencé par le second line de toute façon, c'est-à-dire qu'ils jouaient le dimanche ou dans le funeral, et puis il y en a qui sont devenus très connus, qui ont tourné dans le monde entier, et puis plus âgés, qui ont arrêté les second line, mais qui continuent de faire des gros concerts, etc. Je vais en citer quelques-uns quand même. Un emblématique là-bas, c'est le Dirty Dozen Brass Band. Dirty Dozen Brass Band. Voilà, il y a aussi le TBC, To Be Continued Brass Band.
Il y a aussi le Hot 8 Brass Band, très connu. Voilà. Un brass band qui joue beaucoup, qui fait beaucoup de featuring avec des gros rappeurs, mais vraiment des gros rappeurs. Aux États-Unis, c'est les Soul Rebels. Et eux, ils vont au-delà de la musique des Second Lines. Ils sont partis de ça, mais du coup, ils l'amènent ailleurs. Ils le mélangent aussi avec la culture bounce et tout ça dont on n'a pas du tout le temps de parler. Et puis des petits jeunes qui sont aujourd'hui dans les rues pour faire les Second Lines et qui sont vraiment doués, c'est le Big Six Brass Band. Voilà. Au niveau de la musique des Masking Black Indians, bah, du coup là on en a montré un petit peu, hein, les White Chupichulas. Yes. Et sinon je voudrais juste citer un projet qui est hyper intéressant qui s'appelle Nola is Calling. Et donc c'est un projet qui réunit des musiciens du Bénin, un musicien français mais pas que, qu'on connaît bien, qui s'appelle David Walters, et des Masking Black Indians de la Nouvelle-Orléans. Voilà, le projet s'appelle Nola is Calling. Voilà. Ok, là, c'est pas mal. Très très bien. Eh bien, écoute, j'ai une toute dernière chose à te demander. Est-ce que tu peux, je sais qu'en ce moment nous sommes dans une période un peu particulière, mais si on veut voir ce que toi tu fais, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as en ce moment une actualité? Est-ce que en temps normal on peut te trouver sur un lien, peut-être sur des réseaux ou... Voilà. Comment on te trouve toi? Alors, moi, j'aimerais bien être à la Nouvelle-Orléans en ce moment, mais j'y suis pas. Je suis à Rennes, un peu bloquée, mais sinon, normalement, je voyage pas mal. Vous pouvez me trouver sur les réseaux Facebook, Instagram. Facebook, c'est Mabou, M-A plus loin B-O-O. Instagram, c'est Marie Fonkibou. Voilà. En termes de site, en fait, via ma structure, Engrenage, donc avec un S, engrenage.eu comme Europe. Et là, vous allez trouver tout ce que ma structure diffuse et comme projet. Il n'y a pas que les miens, il y a aussi les miens. Et moi, le projet en particulier que je développe depuis 2014 autour de cette collecte vidéo et sonore, etc., et des échanges internationaux entre des danseurs d'ici, de la Nouvelle-Orléans, de Cuba aussi, du Sénégal, bref. Ça s'appelle The Unexpected Dance. Et voilà, toute cette collecte, elle est vouée à terme à être partagée. Voilà, de plusieurs façons, mais notamment de manière numérique. Et ça prend du temps, le temps de traduire les interviews, de tout monter, etc. Donc, mais bien sûr, au fur et à mesure, je balance les infos sur les réseaux, sur le site d'Engrenage, etc. Yes, n'hésitez pas à aller suivre ce qu'elle fait et j'en profite pour passer le bonjour à une personne qui, alors soit nous regarde maintenant, soit regardera plus tard, qui est Vanessa Neira, dit Vané. Oui, moi aussi Vané, je te big up. Voilà. Vané, qui est notre ami, si vous connaissez mes événements, vous l'avez vu intervenir notamment au Timba Francesa Festival. Il y aura d'autres collaborations. Vané a travaillé, il me semble, avec toi sur... Tout à fait, elle est dans un de mes spectacles qui s'appelle Le Bal du Tout Monde. Yes, et qui est un projet très intéressant, je trouve, voilà, qui amène vraiment le public à connaître, je ne veux pas trop en dire, mais à connaître les cultures sans être passif. Voilà. C'est ma façon manière d'en parler. Ton projet. Bongo,